Bienvenue sur le podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans l'épisode de ce jour, le docteur William Berryby va nous éclairer sur la maladie de Crohn qui touche aujourd'hui 212 000 personnes en France. Comment la diagnostiquer ? Existe-t-il un traitement qui guérit les patients ? Quel rôle jouent les facteurs environnementaux ? La pollution, le tabagisme, le plastique, l'alimentation ? Le docteur William Berryby va nous apporter toutes les réponses dans cet épisode. Est-ce qu'on peut juste démarrer sur qui est Crohn ? Est-ce que déjà Crohn existe vraiment ? Et d'où vient le nom de cette maladie en fait ? Donc, le mot de Crohn vient du nom de l'inventeur, en fait, qui est le docteur Crohn, donc Burrill Bernard Crohn, qui a identifié le premier cas de la maladie de Crohn, en fait. Il l'a identifié en 1932, donc il y a presque 100 ans, et le premier cas a été donc rapporté aux États-Unis. Alors moi, je n'ai aucun cas de personnes atteintes de cette maladie dans mon entourage, donc j'étais assez intéressée puisque c'est une maladie que je découvre. Qui est fréquente Est-ce en que plus. vous pouvez nous donner les grandes lignes, les caractéristiques de cette maladie et qu'est-ce qu'elle est finalement ? Alors, cette maladie, il y a 4 caractéristiques principales. C'est une inflammation chronique du tube digestif qui peut toucher de la bouche à l'anus, c'est sa grande particularité. Donc, tout le tube digestif peut être atteint. Deuxième grande particularité, c'est une maladie qui évolue par poussée, c'est-à-dire que on va être malade, avoir des symptômes et la maladie peut avoir des rémissions même spontanées, ce qui fait que parfois les patients vont être diagnostiqués au bout de plusieurs mois. Troisième grande caractéristique, c'est que c'est une maladie du sujet jeune, entre 17 et 40 ans. Et la quatrième caractéristique, c'est le fait qu'il puisse y avoir, hormis les symptômes digestifs, des manifestations extra-intestinales qui peuvent toucher les yeux, la peau ou les articulations, par exemple. La peau, c'est par exemple de l'eczéma ou des choses plus graves ? Non, c'est des choses plus spécifiques comme l'érythème noueux, qui sont des nodules qui vont venir se mettre sous la peau, notamment au niveau des jambes. Les yeux, il peut y avoir des uvéites, donc une inflammation de l'œil. Et au niveau articulaire ou ostéo-articulaire, il peut y avoir des spondylarthropathies, c'est-à-dire que le rachis va devenir rigide et le patient va avoir des raideurs, des douleurs, etc. Et il peut y avoir aussi, donc ça peut être indépendamment des poussées. Et dans la maladie de Crohn, donc au moment des poussées, souvent il y a des douleurs articulaires, poignets, genoux, chevilles, etc., qui sont donc concomitantes de l'évolution de la maladie. Je sais que vous êtes spécialiste de cette maladie, donc ça fait partie vraiment de la spécialité en fait que vous étudiez au quotidien. Et parmi vos patients, j'imagine que du coup, vous avez une grande partie de vos patients qui viennent vous voir pour ça. Tout à fait. J'ai beaucoup de patients qui sont atteints de maladie de Crohn. C'est une maladie qui est complexe, difficile à traiter parfois. Beaucoup de patients sont pris en charge à l'hôpital. Mais moi, c'est une maladie qui me passionne et je suis effectivement, j'ai une grosse activité dans ce volet-là. Et justement, alors, quels sont les symptômes des patients qui viennent vous voir ? Alors, les symptômes, il y a 3 symptômes principaux. Ce sont les douleurs abdominales, donc les patients ont mal au ventre. Ils ont la diarrhée, c'est une diarrhée qui dure, ce n'est pas une diarrhée qui va durer 24-48 heures, c'est une diarrhée chronique. Et puis, ce qu'on appelle une altération de l'état général dans notre jargon, c'est-à-dire les patients vont maigrir, vont être fatigués, avoir une perte d'appétit. Et puis, il peut y avoir aussi des saignements. Dans un tiers des cas à peu près, les patients ont du sang dans les selles. Et enfin, si je dois dégager un dernier groupe de symptômes, il y a ce qu'on appelle les manifestations anopérinéales, c'est-à-dire le patient il va avoir des fissures, des fistules, voire des abcès au niveau de l'anus. D'accord, comme dans le cadre d'une grossesse. Dans la grossesse, c'est plus la fissure et parfois la fistule. Mais là, ça peut être des atteintes vraiment, des fistules très... Et c'est quoi une fistule exactement ? Une fistule, c'est un tunnel de pus qui va partir de l'intérieur de l'anus, dans le canal anal, et ça va faire un tunnel qui va partir vers l'extérieur ou vers la fesse, et qui peut être évidemment très douloureux avec un écoulement de pus. Alors, je vous raconte l'anecdote c'est tout à fait véridique. Louis XIV avait une fistule anale et un abcès. Et un cordonnier passe et Louis XIV n'en pouvant plus dit écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il voit un abcès, il dit je peux proposer de l'exciser
Donc il prend les outils de l'époque, en gros un couteau, et il se met à couper, à ouvrir l'abcès de Louis XIV. Ok. Et là, il y a des dames de compagnie de Madame de Maintenon, qui était une dame de Louis XIV, qui, pour l'encourager, parce qu'il souffrait, il hurlait, c'était un cauchemar, lui chante une chanson, chante en fond, « Sauvez le roi, sauvez le roi ». Je ne sais pas si je chante bien, mais c'est un peu ça l'idée. Et à ce moment-là, il y avait Jacques II d'Angleterre, futur Jacques II d'Angleterre, qui venait voir Louis XIV et qui a entendu le refrain « Sauvez le roi, sauvez le roi ». Et il s'est dit « Ah, c'est très sympa, etc. » Et il l'a traduit et c'est devenu « God Save the Queen ». Et en général, les patients, lorsqu'ils viennent vous voir, est-ce qu'ils sont déjà à un stade avancé de la maladie sans le savoir, ou est-ce qu'ils ont quelques symptômes, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont? Alors, on voit de tout parce que cette maladie, elle a comme particularité d'être très polymorphe. Polymorphe, c'est-à-dire que tous les tableaux existent. Ça peut être une petite diarrhée avec une douleur abdominale modérée, jusqu'à la forme grave avec 20 selles par jour, du sang, une perte de poids de 10 kilos. Tout est possible. Donc on peut voir les patients à tous les stades et tout dépend du degré de consultation qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont vu leur médecin traitant? Est-ce qu'ils ont vu un gastro-entérologue? Est-ce qu'ils ont traîné par peur qu'on leur diagnostique quelque chose, etc. Donc on voit vraiment des tableaux divers et variés. Et c'est à partir de combien de jours de diarrhée que vous recommandez à un patient de consulter un médecin? Alors, je vais répondre d'une façon indirecte. Une gastro-entérite, ça dure jamais plus de 3-4 jours. Donc, une diarrhée qui dure plus de 4 jours doit amener à consulter. Alors, d'abord son médecin traitant, parce que ça peut être une infection bactérienne, et donc pas un virus qui va disparaître spontanément, mais une bactérie qu'il faudra traiter donc avec des antibiotiques, dans la majorité des cas. Donc, au bout de 5 jours d'une diarrhée persistante, il faut consulter. Ouais, donc déjà là, c'est un signal. Voilà. Et donc, ça peut être une maladie Crohn. Ça peut être aussi autre chose, bien évidemment, comme une infection bactérienne. Mais, disons, 5 jours, c'est raisonnable pour aller consulter son médecin traitant dans un premier temps. Et est-ce qu'on peut en mourir de cette maladie? Oui, malheureusement, on peut en mourir, bien qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, l'espérance de vie est quasiment la même que si un patient est bien soigné, évidemment. Donc, dans les pays dits industrialisés, l'espérance de vie est quasiment la même que celle de patients non chroniens. Néanmoins, on peut décéder de cette maladie. Il y a 2 causes de décès principales. C'est ce qu'on appelle la colite aiguë grave. Alors là, c'est des tableaux très aigus. Le patient il va avoir 20 selles par jour, de la fièvre, des douleurs très, très violentes. Et donc là, il faut que le traitement agisse très vite, notamment par les corticoïdes intraveineux. Et si ça ne passe pas, il faut opérer le patient. Il faut lui enlever le côlon. Ah oui, et on peut vivre correctement sans côlon? On peut vivre tout à fait sans côlon, oui. Ça, c'est la première cause potentielle de mortalité. Et la deuxième, c'est le risque de cancer du côlon, voire de l'intestin grêle au cours de cette maladie. Donc, ça peut être une cause de décès aussi. Et vous en avez parmi vos patients ou patientes des cas de cancer d'intestin? Tout à fait. J'ai une patiente très récemment vue qui était suivie à l'hôpital, qui finalement est venue me voir et qui a développé sur une maladie de Crohn de l'intestin grêle, donc pas du côlon, un cancer de l'intestin grêle qui a été opéré et puis maintenant elle va bien. Et pour en revenir en fait au diagnostic de cette maladie, est-ce que vous prescrivez une batterie d'examens classiques, une coloscopie, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment des examens spécifiques à faire pour poser le diagnostic? Alors, il y a pas mal d'examens à faire pour arriver au diagnostic avec méthode. Vous savez que la méthode, c'est mon credo. Donc, on essaye de faire les choses bien. Donc, on fait une prise de sang, bien sûr, notamment au dosage de la CRP, la protéine C réactive, qui est un marqueur de l'inflammation dans le sang. On fait des examens de selles parce que dans les selles, on peut trouver des fois une infection. C'est-à-dire que le patient peut avoir une maladie de Crohn et une surinfection de la maladie de Crohn. Donc, systématiquement, on recherche des bactéries, des parasites, mais surtout des bactéries dans les selles. Et on fait un dosage qui est assez spécifique de la maladie de Crohn qui s'appelle la calprotectine fécale.
Donc ça, c'est les examens donc, de première ligne, si vous voulez, sang et sel. Donc ça, c'est facile à mettre en place. Et sinon, on fait bien sûr la coloscopie. C'est quand même le gold standard, c'est l'examen de référence dans la maladie de Crohn, qui va permettre donc de regarder, de voir l'atteinte, de préciser si c'est l'intestin grêle ou le côlon ou les deux, puisque toutes les topographies sont possibles. L'estomac peut des fois être touché d'ailleurs dans la maladie de Crohn. Là, c'est un stade avancé de la maladie? Lorsque c'est l'estomac, Oui. oui, ça veut dire qu'il y a une atteinte quand même diffuse. Ouais, Donc c'est en donc, général des atteintes qui touchent une grande partie du tube digestif. Ça permet de voir l'aspect avec des zones saines, c'est-à-dire il y a une alternance de zones saines et de zones atteintes, c'est une particularité de la maladie. Donc dans l'intestin même, il y a Oui. des parties de l'intestin touchées, d'autres C'est ça. qui ne le sont pas, Alors d'accord. tout peut être touché, qu'on appelle une pancolite, quand tout le côlon est touché, ou bien ça peut être des segments de côlon qui sont touchés. Et puis, donc ça va permettre de faire des biopsies, donc des prélèvements, hein, ça c'est super important. Et l'analyse de ces prélèvements va nous donner des informations pour nous dire oui, effectivement, ça évoque une maladie de Crohn. Et la vidéocapsule? Alors la vidéocapsule, c'est un examen extrêmement utile, notamment dans les maladies de Crohn du grêle, puisque dans ces cas-là, l'intestin grêle qui fait 5 à 7 mètres, on ne peut pas y accéder ni par le haut ni par le bas, et donc on peut y accéder que par la capsule. Et je vois parfois des patients chez qui on avait fait coloscopie, gastroscopie, et qui n'avaient rien, et en fait qui ont une atteinte d'une maladie de Crohn que du grêle, et que j'ai diagnostiqué grâce à la vidéocapsule. Ok, super. La fameuse vidéo qui permet de voir tout ce qui se passe à l'intérieur du C'est corps. ça, c'est ça. La Pour magie, 500 euros. La magie remboursée. Remboursé, c'est vrai. Et on fait une entéro-IRM souvent. Donc l'intéro-IRM, c'est un examen, donc c'est une IRM, une imagerie par résonance magnétique spéciale pour l'intestin et qui permet de bien voir l'intestin grêle, de voir s'il y a des abcès, des fistules, etc. Et on l'a dit en introduction, plus de 200 000 personnes sont Ouais. atteintes de cette maladie en France. Est-ce qu'il y a des régions de France où le taux de personnes atteintes est plus élevé? Alors oui, 212 700 par la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire les patients pris en charge. Ça, c'est l'ensemble des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle les MICI. Les MICI je le rappelle, comportent deux pathologies principales, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont deux maladies voisines. Et donc c'est très fréquent. Et il y a effectivement une disparité, on va dire, selon les régions. C'est-à-dire qu'il y a un gradient nord-sud. Il y a plus de cas dans le nord que dans le sud de la France. Il y a plus de cas dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Donc spontanément, le soleil joue un rôle important. Alors le soleil, effectivement, donc on s'est posé la question de savoir pourquoi en France, en Norvège, aux Pays-Bas, il y avait plus de cas que dans des pays du sud. Et finalement, les études ont mis en évidence le fait que l'ensoleillement jouerait un rôle. Donc ça serait une partie de l'explication. Les facteurs alimentaires, parce qu'on ne se nourrit pas de la même manière dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Et puis enfin, des facteurs génétiques, puisque dans l'immigration de population, les patients n'ont pas les mêmes gènes dans les différentes parties de la France ou de l'Europe. Donc il y a des facteurs génétiques, mais ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie à prédisposition génétique ou avec susceptibilité génétique. Alors ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des gènes qui jouent un rôle, notamment le plus connu, c'est le gène NOD2, qui lui est vraiment bien documenté, on va dire. Mais il y a en tout 160 gènes, aujourd'hui connus. Mais il y en a probablement encore d'autres qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc en fait, il y a tellement de gènes qu'on ne peut pas faire de génotypage. Le génotypage n'a pas d'intérêt, parce que ce n'est pas un gène qui transmet la maladie, c'est en fait une mosaïque et une combinaison de micro-anomalies génétiques qui vont, comme une espèce de mosaïque, entraîner une prédisposition. Voilà, c'est ça la complexité. Et outre l'ensoleillement, vous parliez de facteurs environnementaux. Là, quel est le rôle de la pollution, de l'usage du plastique au quotidien, de l'alimentation ou même du tabac? Est-ce que vous pouvez... Tout à fait. Alors, les facteurs environnementaux, c'est l'autre grand volet important, prédisposant.
C'est-à-dire que, alors il y a le tabac. Le tabac, c'est le facteur principal clairement identifié par tout le monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça multiplie par 2 le risque d'avoir la maladie. Et ça, c'est responsable d'une maladie plus grave, avec plus de poussée et plus de nécessité d'être opéré. Et est-ce que l'alimentation dite industrielle, donc tous les plats préparés, transformés, aggrave la maladie de Crohn? Alors, dans les facteurs environnementaux, il y a l'alimentation. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Il semblerait que consommer peu de fibres puisse avoir une incidence et consommer trop de graisse animale puisse avoir une incidence aussi. Et qu'est-ce qui est confirmé scientifiquement dans l'alimentation? Dans l'alimentation, ce qui est confirmé, donc, c'est le fait qu'il y ait des facteurs, tout ce qui est additif. Alors, dans l'alimentation, il y a les additifs, les émulsifiants et puis les microparticules. Comment on le sait et pourquoi on a été attiré vers les études sur l'alimentation dans cette maladie de Crohn, dans cette fameuse maladie de Crohn? C'est qu'en fait, la maladie de Crohn, c'est une épidémie. Une épidémie. Oui. Alors, une épidémie. Une épidémie. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'épidémie, ça veut dire qu'il y a une infection, qu'il y a un microbe. Mais en fait, épidémie, ça veut dire une maladie qui se transmet, qui s'étend dans une zone géographique. Et donc, c'est une maladie parce qu'en fait, le premier cas a été diagnostiqué en 1932, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le docteur Crohn. Ensuite, d'autres cas ont été répertoriés aux États-Unis. Et ensuite, ça a diffusé en Europe, en Asie, au Maghreb, etc. Et on a observé que plus un pays se développait sur le plan industriel, plus la maladie était fréquente. Si on prend un pays sous-développé, enfin dit sous-développé, ça dépend de quel côté on se place. Sous-développé, enfin ne pas développé industriellement voilà, en tout cas. Dit sous-développé, c'est le terme qu'on utilise, mais voilà. Eh bien, il n'y a pas de maladie de Crohn. Et si ce pays se met à se développer, on peut prédire d'une façon certaine que la maladie de Crohn va apparaître et que le nombre de cas va suivre la progression, enfin le développement industriel du pays. Donc si c'est tout à fait fascinant, quoi. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est que au fil des années, on aura de plus en plus de cas de personnes atteintes de la maladie de Crohn. Exact. Et on le voit d'ores et déjà, puisque donc, ça explose notamment dans les populations plus jeunes. Donc c'est bien le reflet qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors ça passe par le tabac, puisque comme vous le savez, les enfants et les ados fument de plus en plus et de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a 10% des cas qui surviennent chez des jeunes de moins de 17 ans. D'accord, donc c'est une maladie qui peut aussi toucher les enfants. Qui peut aussi toucher les enfants. De plus en plus, on a des cas chez les enfants. Donc il y a des facteurs environnementaux, à cause de l'alimentation notamment. Est-ce que vous pouvez revenir sur notamment les microparticules? Alors, il y a 3 facteurs principaux. Il y a les additifs, il y a les émulsifiants. Donc les additifs, c'est ce qui va gélifier, donc être utilisé dans les yaourts, les crèmes dessert, etc. C'est ce qui rend crémeux en fait. Voilà, qui rend crémeux. Donc ça remplace la gélatine animale qui a été utilisée, maintenant qui ne l'est plus. Et donc c'est remplacé par un additif, donc par un produit chimique en fait. Donc les additifs, c'est les carragénanes, le fameux E407. Et puis, il y a les émulsifiants, donc ça va permettre d'avoir une moutarde qui va être bien lisse, d'avoir une crème glacée également très agréable. Ça, c'est le E466, carboxyméthylcellulose. Donc, on retrouve, il suffit de regarder la composition des aliments, et on retrouve ça. Et ces produits-là, ils sont connus pour, en fait, altérer le mucus. C'est-à-dire que le mucus, c'est une couche en fait qui sépare l'intestin du microbiote et qui permet un peu de filtrer. C'est comme une couche protectrice. Voilà, c'est une couche protectrice qui filtre un peu les bactéries du microbiote pour pas qu'elles rentrent dans l'intestin. Et ces produits vont altérer, donc dégrader, abîmer, si vous voulez, cette couche. Et donc du coup, cette couche protectrice est de mauvaise qualité et les bactéries vont pouvoir rentrer dans l'intestin et c'est le début des problèmes. Ces additifs émulsifiants sont utilisés dans la plupart des produits transformés. Donc le seul conseil qu'on puisse donner, c'est d'utiliser des produits naturels, des légumes, des fruits. Des produits bruts. Les produits bruts et puis les travailler soi-même et éviter les produits transformés.
pour avoir le moins d'additifs et émulsifiants possible. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Et puis, il y a la fameuse question des microparticules. Et alors, les microparticules, c'est ce qu'on retrouve dans les bouteilles en plastique, par exemple? Alors, les microparticules, grand facteur également potentiel de maladie de Crohn, parmi plein d'autres. Mais alors, les microparticules, c'est quoi? C'est en fait toutes ces particules qu'on va ingérer. Vous connaissez les OVNI, objets volants non identifiés. Donc moi, j'appelle ça les OANI, objets alimentaires non identifiés. Et un petit néologisme. Donc le truc, c'est que c'est les microparticules qu'on va ingérer. Alors, exemple, on porte un pull, vous portez un pull, une chemise, moi j'ai une chemise et vous un pull. Les fibres, elles vont aller dans l'air, elles vont se détacher, les fibres, progressivement, elles vont aller dans l'air, elles vont descendre dans le tapis, et puis vous allez mettre votre pull ou moi ma chemise dans la machine à laver. Les microparticules, donc les fibres, vont se détacher et vont partir dans l'eau que vous allez retrouver dans votre robinet. Ouais. Et vous allez, en buvant l'eau du robinet, avaler en fait des microparticules. Mhm. On en inhale aussi dans l'air. Une partie va dans les poumons, mais une partie va dans le tube digestif. Donc, combustion des voitures, la combustion liée aux usines industrielles. Il y a également plein de microparticules dans les produits cosmétiques, Ouais. donc qu'on va ingérer, etc., etc. Donc en fait, ces microparticules, on sait qu'elles abîment elles aussi ce fameux mucus, là, donc cette couche protectrice entre le microbiote et l'intestin, et ça va jouer un rôle dans la dégradation de la couche de mucus et dans la dégradation du microbiote. Alors, tout ce que vous venez de dire est assez déprimant. Ah oui, ça, je suis d'accord. J'en avais largement conscience, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, toute cette industrialisation peut provoquer des maladies qui peuvent amener jusqu'au décès, jusqu'à des cancers. Donc là, vous avez donné des conseils sur l'alimentation en disant qu'il fallait vraiment utiliser des produits bruts, cuisiner soi-même. Moi, je vais donner mon petit tips aussi à moi qui est sur les produits de beauté. C'est vraiment partir aussi de produits bruts comme le beurre de karité, comme l'huile de coco, l'huile de jojoba, ce genre d'huile-là, bio de préférence, et arrêter toutes les crèmes avec 15 ingrédients dont on ne comprend pas, c'est du latin en plus. Voilà, c'est hyper important. C'est pas un phénomène de mode, en fait. C'est pas juste des applis qui réussissent et qui ont du succès aujourd'hui. C'est vraiment une vraie prise de conscience au sein de la société civile et de se dire qu'il faut arrêter, en fait, de consommer des choses dont on ignore la composition parce que ça peut avoir une répercussion très importante. Et docteur, est-ce qu'il y a d'autres facteurs liés à l'alimentation dans le cadre de cette maladie? Il y a une autre hypothèse, c'est l'hypothèse hygiéniste. On sait on a établi que plus un pays était industrialisé, plus le risque de maladie de Crohn était élevé. Et donc, on s'est naturellement porté vers, il y a plus d'hygiène liée à l'industrialisation. L'hygiène, le corollaire, c'est le réfrigérateur, avec donc des bactéries qui se développent au froid, ça s'est établi, et ça pourrait jouer un rôle donc, dans la maladie de Crohn et expliquer en partie le fait que, soit dans les pays développés, dits développés, que cette maladie progresse. Au sujet du microbiote qui est le patron du corps humain, on en parlait dans le premier épisode, est-ce que justement le microbiote intestinal joue un rôle important dans le cadre de cette maladie ou non? Alors, le microbiote, il confirme son rôle de grand patron, puisque il y a une dysbiose dans la maladie de Crohn, ça c'est établi. Hein. Donc une dysbiose, ça veut dire un microbiote déséquilibré, un microbiote intestinal déséquilibré. Alors les preuves, vous allez me dire, il faut des preuves, pourquoi vous dites ça? Eh bien, je dis ça parce que, par exemple, la maladie de Crohn se développe préférentiellement dans l'intestin grêle, donc dans la partie finale, ce qu'on appelle l'iléon, et le côlon. Or, c'est là que sont les bactéries. Je rappelle qu'il n'y en a pas dans l'estomac, puisque c'est un milieu stérile. Les bactéries sont dans l'intestin grêle et dans le côlon. Et c'est là qu'est la maladie. Les antibiotiques sont efficaces dans certains cas de maladie de Crohn, notamment dans
dans les fameux cas de fistule, d'abcès au niveau de l'anus. Et donc, les antibiotiques marchent. Donc, c'est une preuve que si l'antibiotique fonctionne dans la maladie de Crohn, c'est qu'il y a une part de microbes. Mhm. Bon. On sait que la transplantation de microbiote fécal peut marcher parfois. Pas très bien, mais il peut y avoir des fois des résultats dans la Oui, et maladie puis de c'est Crohn. très encadré. C'est très encadré. Il n'y a qu'une seule indication, je le rappelle, c'est les infections récidivantes à Clostridium difficile. Mais il y a quelques cas publiés d'efficacité dans la maladie de Crohn. Il y a aussi des situations dans la maladie de Crohn où les probiotiques apportent un bénéfice. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour penser, scientifiques, validés, pour penser que le microbiote intestinal joue un rôle dans l'apparition de la maladie. Alors, merci beaucoup pour ces détails. Si on devait résumer la maladie de Crohn en une phrase. Alors en une phrase, ça va être compliqué, mais on peut dire qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, une anomalie du microbiote intestinal, donc une dysbiose, et une augmentation de la perméabilité intestinale. Le résultat de tout ça va être, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la bactérie qui est dans le microbiote et qui est normalement bien sagement positionnée va rentrer dans l'intestin. Là, l'immunité, le système immunitaire va se mettre en action et va envoyer des missiles qu'on appelle des cytokines pour détruire la bactérie. Mais là, l'objectif va être dépassé parce que les moyens déployés sont complètement disproportionnés. C'est comme si pour tuer une mouche, vous utilisiez une Kalachnikov. Et donc, ça va générer, ça va entraîner donc l'inflammation de l'intestin et du côlon et les ulcérations et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, c'est une réaction exagérée à une entrée dans l'organisme d'une bactérie qui aurait jamais dû rentrer. Voilà le mécanisme finalement final de la maladie de Crohn. Et alors, comment fait-on pour soigner cette maladie ? La prise en charge thérapeutique de la maladie de Crohn, c'est polyfactoriel, c'est-à-dire qu'on a plein de points d'impact. Les mesures générales, c'est bien sûr soulager le patient. On traite sa douleur, on traite ses troubles du transit, on traite les symptômes, bon, évidemment. Mais le traitement de fond, ça va être l'axe d'arrêt du tabac. Si le patient fume, il faut absolument qu'il arrête de fumer puisque ça va améliorer sa maladie, il va faire moins de poussées, il va être opéré moins souvent, etc. On le supplémente en vitamine D, donc on lui donne de la vitamine D puisque ça peut être un facteur, on l'a vu, qui peut jouer un rôle. Et puis, il y a les mesures vraiment spécifiques, si je puis dire. Donc les traitements qu'on utilise, les médicaments qu'on utilise dans cette maladie. Il y a les 5-ASA, ce qu'on appelle les 5-ASA, qui sont des médicaments qui ont surtout un intérêt pour prévenir le risque de cancer du côlon, puisque les patients ont un risque multiplié par 18 d'avoir un cancer du côlon quand ils ont une maladie de tout le côlon, au bout de 20 ans d'évolution. Donc il y a un médicament qu'on appelle 5-ASA qui a cet effet-là. Il y a les corticoïdes aussi, que tout le monde connaît, on l'utilise même pour des problèmes de rhinite allergique. Donc là, on va les utiliser dans la maladie de Crohn, notamment donc au moment de la poussée, mais essentiellement pour mettre le patient, pour améliorer ses symptômes rapidement. Ouais, c'est le même cas dans la sclérose en plaques. Quand Voilà, il y a une poussée, exactement. Mais ce n'est pas un traitement de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas un traitement qu'on va pouvoir garder, parce que les corticoïdes, comme vous savez, ont beaucoup d'effets secondaires. Donc on va utiliser d'autres produits qui sont véritablement le traitement de fond qui vise, une fois qu'on a mis le patient, qu'on a traité la poussée, d'éviter que ça recommence. Et alors ces traitements de fond, est-ce qu'en France ils sont efficaces ? Est-ce qu'ils sont bien remboursés ? Parce que j'imagine que les personnes qui ont la maladie de Crohn sont ALD, à affection de longue durée. Tout à fait. La maladie de Crohn fait partie des affections de longue durée, comme la rectocolite hémorragique d'ailleurs aussi. Et donc les traitements de fond, on a deux grandes catégories. Il y a les immunosuppresseurs, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont moduler l'immunité et qui vont empêcher que l'organisme surréagisse et envoie ses missiles pour détruire les bactéries, mais du coup détruit en collatéral l'intestin. Donc ça, c'est les immunosuppresseurs. Alors il y a plusieurs types, il y a le méthotrexate, la zatioprine, etc. Et puis, il y a les biothérapies. Donc, les biothérapies, c'est des thérapeutiques plus récentes qui s'administrent soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, et qui vont agir sur une cytokine, donc une molécule qui est responsable des lésions dans l'intestin,
qui s'appelle le TNF, donc Tumor Necrosis Factor. Donc le TNF alpha, et donc ces médicaments vont bloquer ces cytokines et donc empêcher l'inflammation et les ulcérations de l'intestin. Ah, ils vont les bloquer, mais est-ce qu'ils vont empêcher que la maladie se développe? Est-ce qu'ils vont complètement guérir la Alors maladie? non. Aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a pas de thérapeutique qui permette de faire en sorte qu'on puisse dire à un patient, voilà, on vous a traité, votre maladie est guérie et vous en entendrez plus jamais parler. Ça n'existe pas. Ceux qui prétendent le contraire sont des charlatans. Et donc c'est des médicaments, qui vont contrôler la maladie et faire en sorte que le patient il ait une vie la plus normale possible, c'est-à-dire sur le plan socio-professionnel, sur le plan familial, et qui vivent normalement en fait. Oui, parce que c'est une maladie handicapante au quotidien. Bah, si elle n'est pas bien traitée, oui, bien sûr. Aller à la selle X fois, avoir mal au ventre, être fatigué, c'est évidemment... même, il peut y avoir des fois des impacts sur la vie sexuelle. Donc ces médicaments, même si... C'est-à-dire une baisse de libido, Une baisse de libido, des rapports qui peuvent être douloureux, etc. Donc le but, c'est finalement de donner une qualité de vie au patient bonne et désinflammer son tube digestif pour réduire au maximum le risque de cancer de côlon à long terme. Donc ces traitements de fond, ça marche bien. Ils ont quelques effets indésirables, évidemment, comme tous les médicaments très puissants. Certains s'administrent pour les immunosuppresseurs par la bouche, des comprimés. Ouais, ce qui est déjà, j'imagine, une grande évolution. Exactement. Et les biothérapies dont je parlais là s'administrent soit en perfusion intraveineuse, soit en sous-cutanée. Donc ça, c'est une évolution intéressante, puisqu'avec une piqûre, toutes les 2 à 4 semaines, on garde le patient en rémission. Mais tout simplement, est-ce que ce ne serait pas possible d'enlever la partie malade? Vous disiez un peu plus tôt qu'on pouvait vivre sans côlon. Oui, on peut vivre sans côlon, mais à la différence, on va prendre une image. Quelqu'un a un cancer du côlon. Si on l'opère, et qu'on arrive tôt dans l'histoire, on va enlever la partie malade et le cancer va être éradiqué dans un pourcentage de cas élevé. Dans la maladie de Crohn, c'est pas pareil, c'est-à-dire que le fait d'enlever la partie malade ne va pas guérir le patient. Car la maladie, comme c'est un état propre de l'individu qui est dans son organisme en fait, va récidiver sur la partie voisine. Donc on sait très bien que si on enlève un côlon à quelqu'un ou un morceau d'intestin grêle, immédiatement dans les mois qui suivent, il va récidiver sur la partie qui est juste à côté. Donc la chirurgie, malheureusement, ne résout pas le problème. Alors, néanmoins, la chirurgie peut parfois être utile. On peut en avoir besoin s'il y a eu un cancer qui s'est développé, s'il y a des fistules, s'il y a une sténose au niveau de l'intestin grêle qui met le patient en occlusion, etc., etc. Donc la chirurgie peut être utile dans cette maladie, mais ne va malheureusement pas guérir le patient. Est-ce que la maladie de Crohn fait partie des maladies sur lesquelles il y a de plus en plus de recherches qui sont effectuées, où on essaye vraiment de trouver des solutions médicamenteuses qui soigneraient et qui feraient en sorte que la maladie disparaisse? Alors oui, bien sûr, la recherche est très prolifique sur le sujet, puisque c'est un problème de santé publique. Quand on voit qu'il y a plus de 200 000 personnes touchées en France, il y a 4 000 nouveaux cas par an de maladie de Crohn. Donc oui, il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Alors, il y a plein de pistes. La complexité, comme vous l'avez vu, c'est que les facteurs sont multiples et donc on ne peut pas agir sur un facteur, il faut agir sur plein de facteurs à la fois. Donc on comprend bien que pour la guérir vraiment au sens strict du terme, il faudrait agir sur tous les facteurs intervenants. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faudrait les identifier puis savoir agir dessus. Alors, l'une des pistes de recherche, c'est d'être capable de faire une transplantation de microbiote fécal sélective. Quand on change le microbiote, dans la maladie de Crohn, on sait que ça marche moyennement bien, 30% de réussite, donc c'est pas très très élevé. Mais on sait qu'il y a des bactéries qui sont en petite quantité dans cette maladie, comme Faecalibacterium prausnitzii. Et quand on en a peu, on sait que la maladie va apparaître ou récidiver après une chirurgie. Donc on pourrait imaginer, il y a des travaux de recherche en ce sens, de transplanter que
la bactérie ou les bactéries qui sont déficitaires pour rééquilibrer le microbiote d'une façon moins globale que sur une simple transplantation de microbiote fécal standard, si je puis dire. Voilà l'une des pistes de recherche. Il y en a plein d'autres. Et ce qu'il faut dire comme source d'espoir pour les patients atteints de cette maladie, c'est qu'il y a des progrès tous les jours, pas assez rapides, évidemment, jamais assez rapides quand on a une maladie chronique, mais la recherche travaille et progressivement, les traitements vont être de plus en plus efficaces. Donc, ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire, docteur, c'est vraiment arrêter de fumer, si c'est le cas. Et puis surtout, au bout de 8-10 jours de diarrhée, qu'il faut vraiment consulter des spécialistes, donc des médecins, un médecin généraliste en premier lieu. Et puis arrêter de croire des choses qui circulent sur Internet ou dans des forums ou des patients qui se donnent des conseils entre eux mais qui ne connaissent pas le passé, etc. Donc vraiment aller voir un gastroentérologue si c'est des maladies digestives ou d'autres spécialistes, quoi. C'est vraiment important et on a la chance de vivre en France, d'avoir quand même accès à une protection sociale. Donc voilà, c'est Et à une vraiment... médecine de qualité qui est l'une des meilleures au monde. Hein. Exactement, donc on a des médecins qui viennent se former chez nous. Absolument. Voilà, donc profitez-en. Et on va passer maintenant à la question de l'auditeur. Bonjour docteur, je m'appelle Marc. En fait, je vous contacte parce qu'on m'a fait récemment une coloscopie. Apparemment, on m'a trouvé des petits ulcères au niveau de l'intestin. Mon gastro-entérologue m'a dit que c'était peut-être une maladie de Crohn, mais bon, il m'a dit qu'il n'en était pas sûr. Du coup, je voulais savoir si j'ai vraiment cette maladie. Merci à vous. Bonjour Marc, merci pour ta question. C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Dans ma pratique courante, je vois parfois cette situation-là de doute sur le diagnostic de maladie de Crohn. Alors ça s'explique par le fait que les lésions peuvent être peu importantes au niveau de l'intestin grêle et que les biopsies ne permettent pas de conclure. Alors, il faut savoir que la première cause d'ulcération de l'intestin grêle, c'est la prise d'AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène par exemple. Et donc, il y a parfois des patients diagnostiqués Crohn par excès, alors qu'ils ont pris des anti-inflammatoires. Donc, il faut bien les interroger. Toujours un patient qui a ce type de tableau et savoir s'il y a une prise dans les derniers mois. Autre point, vérifier la CRP, la calprotectine fécale, vérifier qu'elles sont normales, et puis faire une vidéocapsule de l'intestin grêle qui va permettre de voir l'intestin grêle non vu par la coloscopie et donc de voir s'il y a des ulcérations sur d'autres parties de l'intestin grêle. Avec tous ces éléments-là, on doit pouvoir être en mesure de te dire si cette maladie de Crohn est réellement existante chez toi ou bien si c'est autre chose. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez une question comme Marc, je vous invite à nous écrire et envoyer une note vocale à mercidocteur.podcast@gmail.com. Merci beaucoup, docteur Bérébi, et on se dit à bientôt. Merci Nesliane et à très bientôt.